Lundi 17 juin, jour d'entrée en lice pour notre chère équipe de France dans cet Euro 2024. Bienvenue à toutes et à tous dans notre nouvelle émission quotidienne spéciale Euro 2024. Il y a 84 ans tout pile, le maréchal Pétain demandait l'armistice face au général génocidaire autrichien. Aujourd'hui, on espère que les Bleus repartiront à la guerre face à de vaillants Autrichiens, mais sans violence aucune, évidemment, on l'espère. Au programme de ce jour, un Roumanie-Ukraine aux enjeux géopolitiques, un Belgique-Slovaquie durant lequel nos voisins tâcheront de faire respecter leur nouveau contrat social, et donc une équipe de France qui tâchera de se dépatouiller de cette équipe autrichienne au passé glorieux. Pour m'accompagner aujourd'hui, une puberté anticipée et donc une moustache à faire frétiller les minettes dans la cour de récré. Le José Bové de la classe de 5e, comment ça va, Zach? Oh putain, elle est pas mal celle-là. Le jour où elle sera aussi grosse que celle de José Bové, alors je parle de la moustache. Wow. Parce que j'ai senti que ça dépérapait là. Non, mais il y a encore du taf, mais écoute, je la travaille un peu. J'espère que vous avez vu les progrès quand même en 2 ans. Je pense qu'il y en a, donc on verra ce que ça donne assez rapidement. Hâte de te retrouver à faire des manifestations altermondialistes au McDonald's. Tu auras peut-être la référence ou peut-être pas. Aujourd'hui encore, il rédigeait ses chroniques dans le régime macronique, mais demain il repart au front pour des éditos populaires. Florian Lisca, mesdames et messieurs, est avec nous. Mais bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, entrée en liste de l'équipe de France, on l'attend avec grande impatience. Exactement. Et justement, avant de basculer dans nos matchs du jour, laissez-moi vous rappeler notre dispositif spécial Euro 2024. Il s'exporte une nouvelle fois aujourd'hui à la Cité Fertile puisque nous serons présents sur place sur les alentours de 19h30 pour une nouvelle conférence avant le match de l'équipe de France intitulée « Mais que faire de tout cet oseille ?» On sera en compagnie de David Gluzman, que vous connaissez bien si vous nous écoutez depuis longtemps puisqu'il intervient avec nous dans le COMEX, et de Jérôme Latta, évidemment fondateur des Cahiers du football et auteur du livre « Ce que le football est devenu, 30 ans de révolution libérale ». Et on évoquera le sujet de la financiarisation du football et en tâchant notamment d'apporter des solutions pour réguler économiquement un football qui part dans tous les sens. Messieurs, je vous propose que nous basculions instantanément dans nos chroniques du jour et on commence par le match que vous regarderez peut-être après votre sieste post-pause déjeuner, Roumanie-Ukraine. 15h, Roumanie-Ukraine. Et oui, on le sait, chacun des matchs de l'Ukraine revêtira forcément un enjeu géopolitique pendant cette compétition, compte tenu du conflit qui touche évidemment le pays depuis 2 ans maintenant. Mais ce match face à la Roumanie a tout de même une saveur bien particulière. Ouais, en effet, Flo, malgré l'affrontement footballistique, il régnera probablement un climat de paix sur le terrain de l'Allianz Riviera de Munich ce lundi, au moment où Ukrainiens et Roumains entreront sur le terrain. Car ce match sera une nouvelle fois l'occasion pour les Roumains de montrer leur solidarité envers le peuple ukrainien, et ce depuis le début du conflit avec la Russie. Car depuis près de 2 ans, la Roumanie joue un rôle essentiel dans l'effort de guerre ukrainien. Mais alors, quels sont les liens entre ces 2 pays, Val ? Déjà, c'est des liens territoriaux, puisque la Roumanie et l'Ukraine partagent une frontière commune de plus de 530 km. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la frontière franco-italienne. Cette frontière discontinue, puisque coupée au milieu par la Moldavie, va d'ailleurs jouer un rôle essentiel dans le soutien roumain, alors que paradoxalement, cette frontière a plutôt historiquement été une source de conflit entre ces 2 pays. D'accord, tu veux dire qu'avant la guerre, les relations entre les 2 pays, Roumanie et Ukraine, n'étaient pas forcément excellentes ? Disons qu'on n'était pas non plus sur un état de tension très marqué, mais il y avait plusieurs divergences politiques qui ont été des sources d'incidents diplomatiques entre les pays, déjà à cause de différences culturelles. On présente souvent la Roumanie comme l'île de la latinité au milieu d'un océan slave, puisqu'en effet, historiquement, les Roumains puisent leurs origines dans les cultures occidentales, notamment leur langue, dont on estime par exemple que près de 22% du vocabulaire provient du français. Ça, plus d'autres petits conflits sur le traitement de certaines communautés situées à la frontière et aussi quelques divergences économiques, ont fait qu'il y a toujours eu une sorte de défiance vis-à-vis des Roumains chez les Ukrainiens. À tel point, Val, si tu me confirmes que lorsque le conflit a éclaté, certains craignaient de devoir fuir vers la Roumanie, pensant qu'ils allaient être mal accueillis. Ouais, alors c'est une défiance qui a vraiment existé, c'est des Ukrainiens eux-mêmes qui l'ont affirmé, enfin des responsables ukrainiens eux-mêmes qui l'ont reconnu. C'est quelque chose qui est quand même rapidement revenu dans l'ordre puisque près de 2 millions de réfugiés sont finalement passés par la Roumanie.
Ouais, ce qui est absolument énorme. Et donc, au-delà de l'aspect humanitaire et ces 2 millions de réfugiés, la Roumanie joue désormais aussi un rôle important dans l'effort de guerre ukrainien, c'est ça? Ouais, tout à fait, Flo. En fait, j'évoquais tout à l'heure cette frontière entre les deux pays. Bah, elle joue bien un rôle essentiel, comme je l'ai dit. Elle sert notamment d'échappatoire à une bonne partie des Ukrainiens qui cherchent à quitter le pays, notamment au niveau de la région sud de l'Ukraine, à proximité d'Odessa, où l'invasion russe persiste, évidemment. Mais surtout, la Roumanie va servir d'avant-poste à l'OTAN, puisque près de 5000 soldats sont déployés dans le pays. Il y a aussi une station du bouclier antimissile américain qui est destinée à intercepter les missiles russes sur l'Europe de l'Est. Sans oublier aussi les routes qui servent de voie d'approvisionnement en matières premières et armes depuis les pays du Sud. Et aussi le Danube qui sert notamment à faire venir des marchandises depuis l'ouest de l'Europe. D'accord. Et au-delà de ces aspects géographiques, justement, tu parles de matières premières. Je crois aussi savoir que la région de la mer Noire et le partage à la frontière avec la mer Noire jouent un rôle important entre les deux pays. Ouais, on le sait, dans son invasion, la Russie a très rapidement ciblé les points stratégiques ukrainiens. L'Ukraine étant évidemment un des principaux exportateurs mondiaux de céréales et notamment de blé, c'est la raison pour laquelle les Russes ont directement ciblé les ports d'Odessa et de Mariupol, ainsi que l'espace maritime ukrainien qui est situé directement sur la mer Noire, pour bloquer ces exportations et donc une partie des ressources économiques ukrainiennes. Forcément, la conséquence de tout ça, c'est que l'Ukraine a dû trouver des alternatives et la Roumanie a naturellement pris le relais, notamment depuis le port de Constanța, qui est à proximité de la frontière et qui joue un rôle essentiel aujourd'hui dans l'acheminement des céréales vers les autres pays. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si la ville de Constanța a été mise à disposition de l'OTAN entièrement. Ouais, c'est là qu'on comprend effectivement l'enjeu plus qu'important de la Roumanie dans ce conflit. Du coup, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à des manifestations de soutien pendant ce match? Alors du côté ukrainien, je dirais que je suis assez partagé, ce qui est un peu une surprise, parce que d'un côté, en fait, on a des joueurs qui sont évidemment extrêmement engagés et qui militent énormément pour la fin du conflit. Je pense notamment à Oleksandr Zinchenko, qui est le capitaine de la Sbierna, qui a été nommé par Volodymyr Zelensky ambassadeur pour la collecte de fonds pour l'Ukraine. Je peux aussi citer l'exemple du joueur du Shakhtar, Taras Stepanenko, qui a dû se réfugier au moment du début du conflit pendant 3 jours dans une cave avec sa famille pour survivre et qui a depuis décidé de s'investir notamment à travers la fondation Stand for Heroes qui vient en aide aux familles de soldats tués. Donc d'un côté, on a ces joueurs qui sont très engagés et de l'autre, il y a une vraie volonté aussi de se servir de cet euro comme une vraie respiration joyeuse pour le peuple ukrainien qui vit en partie sous les bombes depuis 2 ans malheureusement. Et bon, moi, je pense que ces deux intérêts ne sont pas forcément contraires et il faudra voir si les joueurs ont vraiment envie de politiser cet événement-là. Mais je pense quand même que oui, car une compétition internationale de football, c'est aussi l'occasion d'affirmer une identité nationale et montrer que le pays doit et peut et a les capacités de rester indépendant. Et d'ailleurs, je ne serais pas surpris d'apprendre que Volodymyr Zelensky, qui est en ce moment en recherche permanente de soutien économique et de soutien en termes d'armes de guerre, ait aussi demandé à ses joueurs de manifester et de s'affirmer en tant qu'Ukrainiens. Et côté roumain? Pour le coup, ça sera intéressant d'observer les attitudes roumaines, d'autant plus qu'après 2 ans de conflit, il y a évidemment des voix qui se sont élevées dernièrement en Roumanie pour réclamer une réduction de l'aide aux Ukrainiens. Ouais, c'est notamment ce qui s'est passé en Pologne et en Slovaquie avec une grosse influence russe et aussi avec des nouvelles élections qu'ont mis au gouvernement des nouveaux dirigeants beaucoup plus russophiles et beaucoup moins enclins à apporter en tout cas leur soutien à l'effort de guerre ukrainien. Ouais, exactement. Alors, c'est pas le cas trop aujourd'hui en Roumanie, mais il n'y a pas que des enjeux politiques, il y a aussi des questions économiques qui rentrent en compte, notamment sur la question des exportations de céréales dont je parlais tout à l'heure. En fait, pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, l'Union européenne a notamment retiré les droits de douane sur les exportations de blé ukrainien, notamment pour lui permettre de vendre à prix réduit et donc vendre plus. Le problème, c'est que tout ça impacte évidemment les pays voisins de l'Ukraine, dont la Slovaquie et la Pologne font partie, mais dont fait aussi partie la Roumanie. Alors pour éviter une concurrence trop déloyale à l'intérieur même de ces pays, l'Union européenne avait autorisé ces pays-là à bloquer les céréales venues d'Ukraine dans un premier temps. Mais aujourd'hui, cette mesure a été retirée, ce qui les met dans des situations compliquées économiquement. Et donc, quand tu additionnes ça aux problèmes politiques, tu as de plus en plus de voix forcément qui s'élèvent, notamment aux extrêmes, et notamment donc en Roumanie, pour que cette aide soit évidemment réduite drastiquement. Donc voilà, on va espérer que certains joueurs prennent aussi position pour encourager leur gouvernement à faire perdurer cet engagement vers l'Ukraine. Et on verra comment ça se passe sur le terrain demain. Ouais, et évidemment, tout ça se déroule dans le cadre d'une compétition sportive, l'Euro, qui n'est pas anodine, puisqu'elle est organisée entre pays du continent européen. Merci. Ouais.
Bah, pas de souci. Et toi, justement, Flo, qu'est-ce que tu avais pensé, qu'est-ce que tu penses, si on revient sur un point de vue un petit peu plus sportif, de cette équipe de Roumanie? Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un contrôle positif à la cocaïne d'Adrian Moutou avant le premier match. Ouais. Non, ils ont fait une campagne plutôt sérieuse, mais je les trouve quand même bien en dessous en termes de qualité de l'Ukraine. On est quand même Ok. de l'équipe des grands Roumains. Bah, Moutou en faisait partie, trêve de blague, en faisait partie de ces joueurs très talentueux, et je trouve qu'on est quand même assez loin de cette image-là. À voir si le collectif parvient à pallier ça, mais je trouve l'Ukraine bien plus intéressante. Et évidemment qu'on imagine cette sélection ukrainienne habitée d'une force particulière. Ok. Moi, j'avais un peu de mal, j'avoue, à situer une équipe par rapport à l'autre. D'ailleurs, si on doit se fier à ça, les codes des bookmakers sont plutôt équivalentes. Donc, à voir ce que ça donnera sur le papier. Zach, toi, t'as un avis? Ouais, moi je suis curieux de voir l'Ukraine parce qu'il y a quand même quelques joueurs qui se sont révélés cette année. Je pense à Lunin et à Dovbyk. Donc déjà, ce sera intéressant de les découvrir en sélection. Et je jetterai un œil aussi à Mudryk qu'on annonçait comme un énorme crack et qui fait que décevoir du côté de Chelsea. Mais des fois en sélection, c'est un peu mieux. Donc est-ce que ça pourrait pas le relancer pour la suite? C'est à voir aussi. Messieurs, après le match de la siège, je vous propose le match du goûter à 18h. Belgique-Slovaquie. Allez, c'est parti. 18h. Belgique, Slovaquie. Une Belgique en plein renouveau avec un nouvel entraîneur, Domenico Tedesco. Et justement, Zach, tu voulais nous parler des quelques innovations qui sont apparues dans le football belge dernièrement. Ouais, alors imaginez les gars, si en France, la LFP proposait aux politiciens de travailler main dans la main. Vous y croyez ou pas? Pas tellement, non. Non. Eh bah, ce serait beau, mais ouais, pour l'instant, on n'y est pas trop. Et pourtant, la Belgique, elle essaye d'aller dans ce sens. Je vais vous parler Quand d'un tu me diras, contrat Vincent Labrune travaille main dans le caleçon avec Emmanuel Macron. Hein. Bon, bah, c'est un concept différent, du coup, peut-être moins efficace. Voilà. Non, en Belgique, la Pro League a proposé un contrat social au monde politique belge. Avant d'entrer dans les détails, il faut noter que c'est quelque chose d'assez novateur, une volonté de dialogue, du coup, qui manque souvent entre les deux parties en France. Et je pense notamment aux arrêtés pris pour interdire les déplacements ou bien le manque de solutions pour réduire les débordements dans nos stades. Eh bien, en Belgique, c'est la Ligue et l'Union de football belge qui ont décidé de prendre les devants. Un contrat social donc a été présenté avec 5 axes principaux destinés à réformer le foot belge. Ici, il s'agit plus d'une nécessité qu'autre chose. Le foot belge est dans une situation alarmante et doit s'en relever. D'abord, les clubs sont presque tous endettés. Ils ont perdu plus de 200 millions d'euros la saison dernière. Et c'est loin d'être le seul problème. Les investisseurs étrangers sont en nombre et gèrent très mal leur club. On a le Standard de Liège, par exemple, qui est dans le rouge et les supporters demandent le départ du propriétaire, un fonds d'investissement américain du nom de 777 Partners. Et la vétusté des stades est aussi un gros enjeu majeur à régler. Ouais, évidemment, au Standard comme à Bauer, 777 est évidemment not welcome. Mais de manière plus générale, je suis d'accord avec toi, la situation du football belge est assez catastrophique, en tout cas économiquement. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes mesures qui ont été proposées par la Ligue? Non, bah tout d'abord, un objectif phare est de réformer la question des infrastructures. En Belgique, les stades sont plus vieux que dans le reste de l'Europe, tout comme les procédures d'autorisation à la construction de ces stades. Les permis, par exemple, prennent entre 3 et 5 ans à être obtenus. Et selon les instances belges, ça a provoqué plus de 3 milliards d'euros de pertes en 2021. Ces retards pris dans la construction des stades, surtout amateurs, ne font qu'allonger les listes d'attente d'enfants à la recherche de clubs. Une situation bien différente en France, cette fois, qui a investi près de 2 milliards d'euros entre 2011 et 2016 dans ces infrastructures, ce qui explique aussi peut-être la qualité de la formation française. Après la question des infrastructures est aussi posée la question des bénévoles qui vont les gérer et qui contribuent à la vie des clubs amateurs. Ça peut aller du déroulement des matchs à l'état de la pelouse ou d'autres besoins. Face à ces enjeux qui demandent beaucoup d'énergie, eh bien, les instances du football belge demandent plus de moyens et d'accompagnement. En Belgique, 91% des clubs de football ont besoin de nouveaux bénévoles pour assurer le fonctionnement des clubs et 85% d'entre eux ont du mal à gérer une charge administrative en forte augmentation. Le manque de reconnaissance des bénévoles et leur difficulté à pouvoir tout gérer a amené la Pro League et consorts à réclamer de nouvelles conditions pour ces acteurs. Ils demandent un statut spécifique pour indemniser les entraîneurs, les coordinateurs de jeunes et les bénévoles donc qui travaillent dans le monde du sport.
Ouais, alors il y a évidemment beaucoup de choses à régler, mais il y a un autre sujet qui est aussi un sujet de débat en France, qui est évidemment la question de la sécurité dans les stades. On le voit notamment à l'approche des Jeux Olympiques. À l'inverse de chez nous, en France, où on n'a pas vraiment de solution, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises en Belgique sur ce sujet-là? Ouais, tout à fait. Bah, les violences dans les stades, comme tu le dis, c'est un phénomène présent presque partout en Europe et qui est souvent mal géré. Donc en France, plutôt que d'interdire l'accès aux individus ou groupes de supporters perturbateurs, ça va être souvent des punitions collectives où une tribune entière est fermée ou des déplacements de visiteurs interdits. Mais en Belgique, c'est différent. L'Union belge et la Pro League ont mis en place la Chambre nationale pour les exclusions civiles en juillet 2022. Alors totalement indépendante, elle décide d'une sanction dans les 25 jours qui suivent. Et au cours de la saison 2022-2023, par exemple, elle a prononcé 174 interdictions de stade. D'autres mesures ont été prises également, comme la vente de places nominatives et l'aide de nouvelles technologies dans les stades. Des mesures encore assez récentes ici, dont il faudra voir l'efficacité dans les prochains mois. Oui, ça fait du bien de voir qu'il y a de ce genre d'initiatives qui privilégient plutôt les sanctions individuelles plutôt que les sanctions collectives. Justement, en France, on a souvent cette impression-là de percevoir une forme de dureté et de rigueur de la sphère politique vis-à-vis du football. Si on revient justement à la Belgique, est-ce que tu peux nous présenter les 2 derniers points de ce fameux contrat social belge que tu nous évoques depuis tout à l'heure? Ouais, dans la continuité des questions de sécurité, du coup, il y a aussi la lutte contre ce que la Ligue belge appelle le piratage numérique. Et en fait, ici, il parle de streaming illégal. La Ligue a compté plus de 500 000 utilisateurs de streaming cette année, ce qui lui coûterait plus de 130 millions d'euros en un an, du coup. Et comme en France, les diffuseurs sont très divers, le championnat est diffusé sur Eleven Sports, c'est accessible chez nous par DAZN. Et d'autres groupes comme Telenet et VooSport proposent des packages pour regarder les autres championnats européens ou la Coupe d'Europe. Des offres qui reviennent chères aux gens, encore plus en France. Et il faudrait donc trouver des alternatives moins coûteuses tout en générant plus de revenus parce que, en fait, après, il ne faut pas trop s'étonner que les gens se tournent vers le streaming illégal, quoi. Évidemment. Et pour finir, la dernière mesure, est-ce que ce serait pas le rapatriement de Kevin De Bruyne en Pro League? Alors ça, c'est bien tenté, mais pas du tout. Le dernier point majeur résume un peu tout ce que j'ai présenté avant. La Ligue belge demande un cadre fiscal et social stable si elle veut rester compétitive. La Pro League est un championnat compétitif et formateur, certes, mais elle manque de moyens pour mettre en avant ses talents et surtout les garder un peu plus. Elle aimerait donc plus d'aides financières, à la fois pour amortir ses dettes, mais aussi gérer ses infrastructures. Eh bien, merci beaucoup, Zach, de nous avoir présenté un petit peu ces innovations belges ces innovations de la Ligue belge qui permettront peut-être au football belge de se renouveler. On sait qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés à ce niveau-là, notamment au niveau des clubs, et on espère en tout cas que ces initiatives permettront de relancer le football de nos chers amis et chers voisins. Flo, est-ce que tu voulais réagir un petit peu sur cette question-là? Sur cette question-là, c'est très intéressant. Effectivement, des pays pourraient s'en inspirer. Ne pas oublier aussi que l'axe peut-être primordial de travail dans le foot belge, et que ce soit les instances du foot belge travaillent main dans la main avec les politiques, c'est de purger le foot belge de tous ces affreux agents véreux, grands banditismes qui sont ultra implantés dans le foot belge et qui sclérosent ce championnat local. Je pense que c'est aussi un des axes majeurs sur lequel doit absolument travailler la Belgique. Après, bon, Moji Bayat a fait de la prison, mais Comme Nelson Mandela aussi, voilà. Mais oui, Donc, bien sûr. c'est pas un problème, hein, je vous rappelle. Bon, les gars, après la sieste et le goûter, on va évidemment basculer sur le match de l'apéro, qui sera évidemment le match de l'équipe de France que vous pourrez suivre, je le rappelle, en direct de la Cité Fertile avec nous. « 21h, Autriche, France. » Alors, pour tout savoir sur cette très chère équipe de France, on a fait évidemment une preview spéciale il y a quelques jours sur notre chaîne, sur laquelle on a invité par exemple Yacine Amned et Simon Bellamy, qui est un préparateur physique. Donc on le redit qu'il n'a rien à voir avec François-Xavier Bellamy. Voilà, exactement. Lui, elle est clé de chez lui. Voilà. Et je vous invite du coup tous à aller écouter cette preview si vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus sur notre très chère équipe de France. Mais donc toi, Flo, tu as évidemment pris le contre-pied de tout ça et tu nous as parlé de l'équipe autrichienne et de son passé glorieux. Ouais, et particulièrement de Matthias, ou même plutôt Matej Sindelar, né en Moravie en 1903 dans l'actuelle République tchèque, avant de déménager à 2 ans avec sa famille dans les quartiers ouvriers de Vienne, capitale de l'Austro-Hongrie, qui sera démantelée une quinzaine d'années plus tard, où son prénom sera donc germanisé en Mathias.
Et c'est dans les rues du quartier ouvrier de Favoriten, où une rue porte désormais son nom, que le jeune Sindelar touche ses premiers ballons. En 1917, à seulement 14 ans, Mathias vit son premier drame en perdant son père, tué sur le front italien de la Première Guerre mondiale, laissant ainsi le jeune Mathias seul avec ses 3 sœurs et sa mère lavandière, cumuler les petits boulots pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais son talent et son art du dribble, développé pendant des années dans la rue de Vienne, lui ouvrent les portes de l'ASV Hertha Vienne en 1918, dont il rejoint l'équipe première 2 ans plus tard pour faire ses premiers faits d'armes. Ouais, et c'est justement là que sa carrière va décoller. Ouais, et c'est étrangement grâce à une blessure au genou en 1923, conjointement aux difficultés économiques et financières de son club d'alors, qu'il finira d'ailleurs par le licencier, que Sindelar va entrer dans une autre dimension. En consultant le médecin du voisin de l'Austrie à Vienne, le grand club de la ville, Sindelar accepte de se faire opérer avec succès du ménisque avant de voir son recrutement poussé par ce même médecin au dirigeant du champion en titre. Et c'est donc dans ce fameux club de l'Austrie à Vienne, le plus grand club du pays, qu'il va écrire sa légende. Ouais, il rejoint donc le Stria en 1924 à seulement 21 ans et il va rapidement devenir Cindy pour les supporters. Un club pour lequel il inscrira 600 buts en plus de 700 matchs, demeurant toujours aujourd'hui le meilleur buteur du club ainsi que son joueur le plus capé, jusqu'à y devenir le tourbillon viennois, un joueur insaisissable parmi les meilleurs footballeurs mondiaux des années 30. Ouais, des performances qui vont lui permettre d'intégrer l'équipe nationale autrichienne. Évidemment, il va intégrer l'équipe autrichienne dès 1926 avant de devenir l'un des membres majeurs de la Wunderteam. La fabuleuse équipe managée par le légendaire Hugo Meisel, grande figure du foot autrichien, instigateur du professionnalisme dans son pays quelques années plus tôt, fondateur de la Coupe Mitropa et qui a pris les rênes de l'équipe nationale dès 1919. Le temps de faire éclore une génération jeune et talentueuse qui atteindra sa pleine maturité dans les années 30. Dans le sillage du gardien Rudi Itten, qui marquera normalement son rang de star au Racing Paris, du buteur Joseph Bican et donc de Sindelar. Ouais, tu parlais d'Hugo Meisel et de la Coupe Mitropa. On avait d'ailleurs réservé un comex spécial sur cette question-là, avec peut-être la digne héritière de la Coupe Mitropa, avec une nouvelle compétition regroupant tous les pays de l'Europe de l'Est. Je vous invite à aller écouter ça si vous intéresse. Et pour en revenir justement à ta chronique, tu parles de cette fameuse grande Autriche, mais un petit peu comme la Hongrie de Puskás et les Pays-Bas de Johan Cruyff, cette équipe restera maudite et ne reportera malheureusement jamais de titre majeur dans son histoire. Ouais, car si l'Autriche ne participe pas au premier mondial de l'histoire en raison du refus de la fédération de faire le long et coûteux voyage jusqu'en Uruguay, elle s'installe pourtant comme l'une des toutes meilleures nations au monde. Enchaînant 14 matchs consécutifs sans défaite, inscrivant la bagatelle de 101 buts en 31 matchs entre 1930 et 1934, dont des victoires éclatantes face à la Suisse 7-1, l'Allemagne 6-0 à Berlin puis 5-0 à Vienne ou 8-2 face à la Hongrie. Posant les jalons d'une Wunderteam qui ne finira par s'incliner qu'à Wembley, 4-3 dans un match légendaire face à l'Angleterre, l'une de ses 3 seules défaites en 4 ans, malgré un Sindelar étincelant présenté comme le plus grand joueur de l'époque par une presse britannique qui qualifiera également l'Autriche de meilleure équipe au monde. Ouais, tu parlais de 1930, mais ça va être pareil en 1934 où l'Autriche ne parviendra pas à s'imposer non plus. Exactement. Parmi les favoris du mondial 34 dans l'Italie fasciste de Mussolini, l'Autriche se hisse en demi-finale avant de tomber 1-0 face à l'hôte italien rugueux qui muselle le talent offensif autrichien, à commencer par Sindelar, volontairement blessé par le défenseur Luis Monti. Ouais, une sélection autrichienne d'ailleurs qui continuera pourtant ensuite d'étaler son jeu offensif aux 4 coins de l'Europe avant de connaître un terrible coup d'arrêt dont tu vas nous parler évidemment, Flo. Ouais, un double coup d'arrêt, le premier en février 1937 avec le décès brutal de son architecte, Hugo Meisel, victime d'une crise cardiaque qui laisse sa Wunderteam orpheline. Mais c'est à peine un an plus tard, en mars 38, que tout s'arrête. L'Allemagne annexe son voisin autrichien, c'est l'Anschluss, et le foot ne résiste pas à cette annexion. La sélection autrichienne est dissoute, obligée de déclarer forfait pour la Coupe du Monde en France quelques mois plus tard, avant de voir ses internationaux intégrés de force dans les rangs de la Nationalmannschaft allemande. Oui, et donc, et comme il en sera coutume évidemment dans tous les territoires envahis, le pouvoir nazi, qui a évidemment conscience de l'impact du sport sur la société, on l'a vu avec les Jeux de 1936, organisera tout de même une rencontre de gala dont tu voulais nous parler. Ouais, cette confrontation sera surnommée l'Anschlussspiel, entre la sélection allemande et l'Ostmark, donc la province autrichienne fraîchement envahie. Une rencontre qui restera l'ultime match entre les membres de la Wunderteam sous des couleurs autrichiennes pourtant déjà dissoutes, avant de rejoindre donc de forte l'équipe allemande. Un match pour adoucir les retrouvailles entre les deux voisins dont le score nul de 0-0 a été fixé par le pouvoir nazi afin de ne froisser personne. Un scénario dont Sindelar s'affranchit à 20 minutes du terme en ouvrant le score, ne goûtant que peu à ce simulacre de match arrangé, avant de voir les siens doubler la mise et l'emporter 2-0.
Un but qu'il ira célébrer au pied de la tribune officielle, sous les yeux d'Adolf Hitler, dans un stade qui vit l'un des premiers actes de résistance nationale, quelques jours après l'annexion. Du moins de résistance footballistique, à minima, pour les nombreux opposants à cette Anschluss sportive, Sindelar n'ayant jamais pu s'exprimer sur une volonté politique de son geste. Ouais, par contre, il y a une chose qui est claire, c'est que notre ami Sindelar refusera par la suite de jouer pour l'Allemagne nazie, notamment au Mondial 1938. Ouais, toujours. Il est loin d'être en adéquation avec la politique de l'Allemagne nazie, mais pour autant, il va jamais. C'est dommage, il y avait quand même des super idées en vrai. Hein. Ouais, vraiment. National-socialisme, on avait dit. C'est évidemment une blague. Donc, il va toujours s'opposer, en tout cas de manière personnelle, mais jamais le revendiquer publiquement, quelconques idéaux politiques ou religieux de ce refus, préférant prétexter le retour de sa blessure au genou. Il restera cependant dans le récit national autrichien comme un symbole d'opposition au nazisme par la volonté de créer des figures résistantes dans le pays. Un mythe qui sera largement entretenu par son décès brutal et plus que suspect, fiché comme sympathisant juif et social-démocrate par le pouvoir nazi, pour être notamment resté en contact avec l'ex-président de l'Austria, Michel Schwarz, démis de ses fonctions parce que juif, malgré l'interdiction de la nouvelle direction du club de lui parler. Et justement, sur cette mort un peu suspecte, est-ce que tu as des infos notamment sur la responsabilité de la Gestapo ? Ça n'a jamais été réellement établi, mais harcelé et traqué par le pouvoir nazi pendant plus de 8 mois, Sindelar sera retrouvé mort à son domicile dans son lit aux côtés de sa compagne juive italienne Camilla Castagnola, officiellement pour intoxication au monoxyde de carbone due à une cheminée défectueuse, ce qui laissera évidemment planer le doute entre assassinat de la Gestapo ou suicide face à la pression de cette dernière. Et bon, alors cette mort est peut-être en quelque sorte un échec aussi symbolique pour le régime, puisque pendant ces funérailles, il y a quasiment 15 000 personnes qui vont se réunir dans les rues de Vienne pour célébrer malheureusement la mort de Sindelar. Ouais, c'est un gros moment qui sera même célébré chaque année. Il sera inhumé près du carré des musiciens dans le cimetière central de Vienne aux côtés des Schubert, Beethoven et Brahms, mais dans un système différent qu'un certain Wolfgang Amadeus Mozart, décédé comme lui à 35 ans et dont il vaudra son surnom de Mozart du foot. Mais à l'instar du plus grand compositeur de l'histoire, il laissera derrière lui un énorme héritage. Un héritage d'abord d'opposition au nazisme. Tant dans l'histoire autrichienne, l'écrivain Friedrich Thorberg lui consacrant un poème intitulé « À propos de la mort d'un footballeur », que dans les mémoires européennes, Olivier Margot, plus récemment ancien rédacteur en chef de l'Équipe, rédigeant un roman biographique en hommage à lui, s'intitulant « L'homme qui n'est jamais mort ». Mais aussi donc un immense héritage footballistique, lui qui a été élu sportif et footballeur autrichien du siècle. Der Papyron, l'homme de papier comme il était surnommé en Autriche, autant pour sa technique déroutante que son physique frêle, reste aujourd'hui toujours comme le plus grand joueur autrichien dans l'imaginaire, celui d'un homme qui n'est donc jamais mort. Merci beaucoup Flo, et du coup on va souhaiter très intensément ne pas retrouver Marcus Thuram décédé au monoxyde de carbone après avoir célébré son but en finale de l'Euro devant Jordan Bardella dans quelques semaines. On souhaite évidemment que ça ne se passe pas comme ça. Ouais, malheureusement les joueurs autrichiens vivent aussi des heures compliquées puisque l'extrême droite a aussi fini en tête là-bas. Oui, bien sûr. Je pense que c'est un sujet sur lequel on pourra revenir sur pas mal d'équipes, en tout cas pendant cette compétition. Malheureusement, d'ailleurs, les Pays-Bas ont connu un petit sursaut démocratique, mais c'est quand même l'extrême droite qui est encore au pouvoir aujourd'hui. Donc voilà, parmi les équipes qui jouent aujourd'hui, c'est aussi le cas aux Pays-Bas, et c'est une des raisons pour lesquelles je vais vous inciter une nouvelle fois à aller voter, et voter de manière réfléchie, évidemment. Éviter à tout prix de voter pour cette extrême droite qui pourrait arriver au pouvoir dans quelques semaines. C'est extrêmement important pour l'avenir de notre pays. Messieurs, merci beaucoup pour cette nouvelle quotidienne. J'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter. Nous, en tout cas, on a pris du plaisir à la produire et à la faire. Je vous rappelle évidemment que nous serons en direct ce soir de la Cité Fertile pour une conférence sur les coups de 19h30 en compagnie de David Glusman et de Jérôme Latta pour parler de la financiarisation du football. Je vous invite donc à nous rejoindre à la Cité Fertile, et puis si vous ne le pouvez pas, nous serons en direct sur nos chaînes Twitch et YouTube. Donc voilà, restez évidemment connectés. Nous on revient dès demain pour une nouvelle émission quotidienne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.